Bonjour. Aujourd'hui, on va présenter le cours sur la modélisation économétrique. Alors l'objectif, c'est de discuter, d'apprendre l'utilité de la modélisation économétrique dans la gestion des risques de taux, notamment le développement des modèles de séries chronologiques comme ARIMA, SARIMA, ARCH-GARCH, ou pour la modélisation du risque de crédit avec les modèles Logit ou Probit. Premièrement, l'objectif de la science d'aujourd'hui, c'est d'apprendre tout d'abord et de faire un petit rappel sur les types de données, ensuite apprendre comment interpréter les résultats d'un modèle économétrique et principalement la discussion des variables indicatrices, ce qu'on appelle les variables muettes ou dummy variables. Et on termine par une application sur SPSS. Alors les types de données. Alors comme vous le savez tous, en économétrie, on distingue entre les données en coupe instantanée ou transversale, les séries chronologiques et les données de panel. Pour les données en coupe instantanée, ce qu'on appelle aussi les données individuelles ou données transversales ou en coupe transversale, ce sont des données observées au même instant et concernent les valeurs prises par la variable pour un groupe d'individus spécifiques. Et donc ici, nous avons plusieurs individus 1, 2, 3 jusqu'à n individus. Et bien sûr, on discute les variables observées pour ces individus. Par exemple, ici, nous avons les dépenses, la quantité achetée et le prix. Et donc ici, ce qui nous intéresse, c'est des observations qui concernent plusieurs individus. Ensuite, nous avons les séries chronologiques. Alors dans ce cas, ce qui nous intéresse, c'est une observation dans le temps. Alors on parle ici d'un seul individu. On peut parler d'une action, le cours d'une action, observé dans le temps. Alors le temps ici, il peut être une heure, une semaine, un mois, une année, etc. Donc la série chronologique, c'est généralement le cas le plus fréquent en économétrie. Il s'agit des variables observées à intervalles de temps réguliers. Pour les données de panel, alors on traite dans ce cas à la fois des données en coupe transversale et des séries chronologiques. Et donc, tout simplement, vous avez ici un tableau qui présente un exemple de données de panel. Alors, vous avez plusieurs individus, l'individu 1, l'individu 2, jusqu'à l'individu n. Et pour le premier individu, nous avons des observations datées dans le temps. Et donc, pour le premier individu, alors ici, vous avez l'instant 1, l'instant 2, l'instant 3, l'instant 4, et ainsi de suite, jusqu'à l'instant t. La même chose pour le deuxième individu. Donc les valeurs prises à l'instant 1, les valeurs prises à l'instant 2, les valeurs prises à l'instant t, toujours pour le deuxième individu. La même chose pour le troisième individu, les valeurs prises à l'instant 1 jusqu'à l'instant t, ainsi de suite. Et donc voilà tout simplement ce qu'on appelle les données de panel. Alors, juste entre parenthèses, les données de panel, donc ils ont une spécificité au niveau des traitements économétriques, au niveau du développement d'un modèle économétrique. Alors pour un autre type de données, c'est une cohorte. Alors une cohorte, c'est tout simplement des données de panel, mais dans ce cas, ils concernent les mêmes individus, quel que soit le temps ou quelles que soient les périodes donc les périodes de données à analyser ou à exploiter.
Et donc ils sont très proches, une cohorte est très proche. Les données d'une cohorte sont très proches des données de panel. Il se distingue des données de panel par la constance de l'échantillon, et donc l'échantillon ne change pas, ce sont les mêmes individus, mais c'est le temps qui change et les valeurs des variables observées qui changent dans le temps. Alors maintenant, les formes et interprétations des modèles économétriques. Alors nous avons des modèles développés sur la base des données au niveau, sans aucune transformation. On parle des modèles linéaires. Ensuite, on peut, avant le développement d'un modèle économétrique, on peut faire des transformations logarithmiques. Et donc, cette transformation porte à la fois sur la variable à expliquer et aussi les variables explicatives. On parle dans ce cas d'un modèle log à gauche et log à droite. Ensuite, nous avons un modèle linéaire log. Alors, dans ce cas, la transformation semi-logarithmique, il porte exclusivement sur les variables explicatives et non sur la variable à expliquer, la variable y. Ensuite, nous avons un quatrième type, c'est le modèle log linéaire, et dans ce cas, la transformation logarithmique est portée sur la variable y et non pas sur des variables x. Alors maintenant, pour interpréter les résultats de ce type de modèle, premièrement, le modèle linéaire, traitement des données au niveau sans aucune transformation. On traite les données comme telles, comme nous les avons observées. Et pour l'interprétation, après le développement du modèle, on estime les constantes, donc les paramètres, la constante et aussi A1 associé à la variable explicative ou aux autres variables explicatives lorsqu'il s'agit d'un modèle multiple. Et donc, comme interprétation, un changement d'une unité de xt entraînera en moyenne un changement de A1 unité de yt. Et donc, c'est très simple. Une unité de variation de xt entraîne A1 unité de variation de yt. Le modèle log-log. Alors la transformation logarithmique. Alors pourquoi on introduit le logarithme dans les modèles économétriques? Pour plusieurs raisons. Parfois pour lisser la série et réduire l'intervalle de variation, et dans ce cas on peut éliminer l'effet des pics et des creux lorsqu'il s'agit des chocs. Ensuite, on peut log linéariser une relation, multiplicative et donc passer d'un modèle multiplicatif à un modèle additif. Alors ici vous avez un exemple, une fonction de production de type courbe de glace. Donc sa forme non linéaire, c'est A0, K à la puissance A1, L à la puissance A2, avec Q, c'est la quantité de production, K, c'est le facteur capital, L, c'est le facteur travail. Et dans ce cas, A1 et A2 donc s'interprètent comme des élasticités. Alors, c'est très compliqué de développer un modèle économétrique de cette forme. C'est un modèle non linéaire, surtout avec des logiciels comme Obvious, comme Stata, comme Spaces. C'est pourquoi on peut passer d'une forme non linéaire à une forme linéaire. Alors pardon, ici nous avons une forme linéaire. Donc on introduit le logarithme à gauche et à droite, et donc on trouve comme résultat le logarithme de la production est égal au logarithme de la constante plus A1 logarithme du facteur capital plus A2 logarithme du facteur travail. Et donc voilà un exemple pour l'utilité donc d'exploiter le logarithme pour les modèles économétriques. Également, parfois, avant de calculer l'intégration, on pratique le logarithme. Alors pour la plupart des séries macroéconomiques, donc qui sont intégrées d'ordre 1, ça veut dire en termes de stationnarité, donc avant le développement d'un modèle économétrique, on passe par des tests préalables, à savoir
l'autocorrélation, donc ou plutôt comme le test de cointégration, les tests de stationnarité, d'ADF, Duquesne Fuller Augmented ou Phillips-Piron. Alors l'objectif, c'est de développer des modèles qui permettent de reproduire la réalité du phénomène observé. Et donc l'introduction du logarithme, surtout pour les séries chronologiques, permet d'interpréter par la suite les résultats, surtout dans ce cas la variation au delta logarithme s'interprète comme un taux de variation ou un taux de croissance. Et donc pour le modèle log-log, pour interpréter les résultats, c'est très simple. Nous avons ici un pourcentage puisque les constantes, la constante et le paramètre A1 s'interprètent comme des élasticités. Et donc tout simplement ici, un changement de 1% de la variable X conduira en moyenne à 1% donc, de changement, donc A1. Alors, donc un changement de 1% de la variable explicative conduira en moyenne à 1% de changement de la variable Y. Et donc ici on traite les outputs, ça veut dire les paramètres à estimer comme des pourcentages de variation, des élasticités. Ensuite, pour le troisième modèle, le modèle linéaire log, dans ce cas on introduit le logarithme à droite, et donc le logarithme c'est pour la variable explicative, et dans ce cas tout simplement un changement de 1%, puisqu'il s'agit ici du logarithme, un changement de 1% de la variable x conduira en moyenne à A1 sur 100, voilà, A1 sur 100, unité. Alors il faut faire attention, ici l'interprétation porte sur le pourcentage de xt, mais ici sur l'unité et non pas le pourcentage, et donc A1 sur 100 unité de changement de yt. De la même manière pour le dernier modèle log linéaire, alors le logarithme il est au niveau de la variable à expliquer et non pas au niveau de la variable explicative, et dans ce cas ici la variation c'est en termes d'unité de xt, et ici c'est en termes de pourcentage de yt. Et donc un changement de A1 unité en xt conduira en moyenne à A1 fois 100, tout ça donc en pourcentage, donc A1 fois 100% de changement de yt. Et donc c'est une variation partielle tout simplement. Maintenant, les variables indicatrices, ce qu'on appelle aussi dummy variable ou variables muettes. Alors, les variables muettes sont très importantes dans les modèles économétriques, en finance, en macroéconomie. Alors, en fait, une variable muette est une variable binaire qui porte les valeurs 0 ou 1 pour indiquer que l'observation présente une certaine caractéristique. Et donc, ce qui nous intéresse pour le risque, alors surtout pour le risque de crédit, pour associer donc ou pour distinguer ou discriminer entre les défaillants et les non défaillants, on peut associer donc en variable, on peut utiliser cette variable dummy et on associe à l'individu risqué, donc à l'individu défaillant la valeur 0, non défaillant la valeur 1 pour développer par la suite un modèle. Sinon, parfois, cette variable peut porter une dimension temporelle, donc bonne ou mauvaise conjoncture, et donc si la conjoncture est mauvaise, on associe à la variable dummy la valeur 0, 1 lorsqu'il s'agit d'une bonne conjoncture, et donc l'objectif derrière cette variable muette, c'est d'apprécier, si vous voulez,
l'effet ou le changement de structure sur le modèle tout entier. Et donc par exemple en macroéconomie, on peut développer un modèle pour lequel on explique le PIB, donc la richesse nationale, par 2 ou 3 autres variables, donc des variables macroéconomiques, le taux d'intérêt, peut-être le nombre de créations d'entreprises, peut-être le nombre de défaillances d'entreprises, et on peut ajouter une variable muette pour laquelle 0 c'est pour les années pour lesquelles nous avons observé la crise macroéconomique, 1 lorsqu'il n'y a pas, plutôt 1 c'est pour les années pour lesquelles nous avons observé la crise macroéconomique, et 0 pour les années pour lesquelles il n'y a pas de crise macroéconomique. Et donc on peut traiter des données allant par exemple de 1990 à 2020, et donc pour les années pour lesquelles le monde a connu une crise macroéconomique, donc on va associer à la variable muette la valeur 1, et pour les années où il n'y a pas de crise la valeur 0, pour savoir est-ce qu'il y a un changement de structure, donc pour les années où il y a la crise et les années où il n'y a pas de crise. Également, on peut exploiter les variables d'AMI pour ou comme une dimension spatiale. Alors, on peut distinguer entre des observations, par exemple, au niveau géographique. Et donc, si on veut distinguer entre le nord et le sud, on peut associer 0 pour le sud, 1 pour le nord. Soit, on peut distinguer, pour un modèle donné, on peut distinguer entre des observations collectées au niveau de la ville par rapport à la campagne, le Maroc à l'étranger, etc. Également, ils peuvent être exploités comme des variables qualitatives. On peut distinguer entre les hommes et les femmes, entre les employés et non employés, et ainsi de suite. Également, on peut développer un modèle avec des variables muettes. Aussi, pour une variable quantitative groupée, on peut associer les valeurs de la variable muette donc à des classes différentes de cette variable quantitative. Et donc pour les variables indicatrices, donc c'est une variable prenant les valeurs 0 ou 1 pour indiquer que l'observation présente une certaine caractéristique. Et donc ici nous avons un modèle développé sur la base de 2 variables explicatives, x1 et x2. Et donc on ajoute aussi la variable muette appelée DAMI. Donc la note qu'on exploite ici ou qu'on utilise ici, c'est D, DAMI. Et donc D est égal à 0 ou D est égal à 1. Alors on développe le modèle pour savoir par la suite est-ce que il y a un changement de structure par rapport à cette variable d'AMI. Et donc si A3, donc le coefficient associé à la variable d'AMI, c'est ce coefficient significatif, ça veut dire significativement différent de 0, alors il y a un changement de structure. Sinon, il n'y a pas de changement de structure. On passe maintenant à l'application. Donc nous allons exploiter un fichier spaces appelé données d'AMI.save. Donc .save c'est l'extension des fichiers spaces. Alors dans ce fichier là nous disposons de données concernant 50 entreprises publiques et privées du secteur des télécommunications en Europe pour une année donnée, avec Q c'est la production, K c'est le facteur capital, L c'est le facteur travail, donc le facteur travail, et DUM si vous voulez une variable muette qui prend la valeur 0 pour les entreprises publiques et 1 pour les entreprises privées. Alors l'objectif ici de la variable muette, c'est de distinguer entre les entreprises publiques du secteur de télécommunications en Europe et les entreprises du secteur privé, donc des télécommunications en Europe. Alors l'objectif c'est de savoir par la suite, y a-t-il une différence entre les entreprises publiques et privées en termes de création de la valeur ou de la richesse. Alors cette richesse ou cette valeur ici, elle est mesurée par la production. La première question demandée, établir la régression multiple sans prendre en considération la variable muette. Et donc on va régresser le capital et le travail
sûr la production. Allez, donc voilà le fichier de calcul. Nous avons ici au niveau de la première colonne les entreprises de 1 à 50. Ensuite, nous avons la quantité produite, le facteur capital utilisé, le facteur travail et la variable muette. Et donc, pour développer le modèle, alors en fait, le modèle est déjà discuté. Alors, c'est un modèle logarithmique, on ne peut pas développer un modèle non linéaire. Et donc, voilà le modèle non linéaire, voilà le modèle que nous allons développer. Alors, les observations que nous avons ici dans cette base de données, ce sont des valeurs en niveau, donc des valeurs brutes. Il faut tout d'abord calculer le logarithme de la quantité, le logarithme du facteur capital et le logarithme du facteur travail. Donc ça, c'est notre premier travail à faire. Donc, pour calculer le logarithme, on clique sur transformer, calculer la variable. Notre nouvelle variable, on va l'appeler LQ, ça veut dire logarithme de la quantité. Alors ici, vous avez les valeurs ou les fonctions arithmétiques. Donc le logarithme décimal, c'est celui-là. Double-clic, voilà. Et bien sûr, la quantité. Et donc, LQ, c'est la nouvelle variable à créer, est égal logarithme décimal de la quantité. Et on clique sur OK. Donc voilà la fenêtre des réponses. La commande ou la requête est déjà exécutée. Alors comme vous voyez ici au niveau de la base de données, une nouvelle variable a été ajoutée, c'est le logarithme de la quantité. On va faire la même chose pour le facteur capital. Donc on va l'appeler LK. Et donc c'est le facteur capital. Voilà, on clique sur OK. De la même façon, la variable a été créée. On passe à la dernière variable, c'est le logarithme du facteur travail. Donc on place K par L. Voilà, ou tout simplement on peut taper L. Et donc on clique sur OK. Et voilà, les trois variables sont transformées en logarithme. Et donc ici, on va développer un modèle log-log. Donc pour développer le modèle logarithmique, alors on clique sur Analyse, Régression, Linéaire. La variable dépendante, c'est le logarithme de la quantité. Et les variables indépendantes, c'est logarithme du facteur capital et logarithme du facteur travail. On clique sur OK. Alors voilà les résultats. Donc ici nous avons le tableau des coefficients, l'analyse de la variance et la qualité du modèle, récapitulatif du modèle ou des modèles. Donc ici nous avons la constante, donc elle est égale à 2,60, elle est significative au seuil de 5% avec une statistique de student de 25, c'est la statistique calculée. Alors en fait, pour les constantes, on les garde dans les modèles développés dans le cadre des sciences sociales, quelle que soit donc sa valeur, même si la constante n'est pas significative, on la garde parce qu'elle a toujours une explication, une interprétation économique. Par contre, pour les variables explicatives, il faut qu'elles soient donc ou les paramètres associés aux variables explicatives, il faut qu'ils soient significatifs. Donc ici pour A1, donc c'est le paramètre associé à la première variable explicative, c'est le logarithme du capital. Donc il est égal à 0,76. Donc il est significatif, donc ce paramètre est significatif au-dessus de 5%. La même chose pour le facteur travail, il est aussi, donc le paramètre est significatif, et donc tout simplement on accepte de dire que dans ce modèle développé, le facteur capital et le facteur travail contribuent à l'explication de la production, tout simplement. Et ici, donc ce facteur
est interprété sous forme ou comme une élasticité. Alors pour la mesure de l'analyse de la variance, donc comme vous le savez ici, on distingue entre la variance intragroupe et la variance intergroupe. On calcule la variance donc associée aux variables explicatives, la variance de la régression. Ensuite la variance expliquée par les résidus, ici la variance totale. On détermine les degrés de liberté. Ensuite on divise ici 11,42 par 2 pour trouver le carré moyen. La même chose pour les résidus. Ensuite pour calculer f, on divise donc carré moyen des régressions, donc du modèle de régression, sur le carré moyen donc des résidus, et voilà la statistique f. Alors pour la probabilité, donc la signification, donc elle est très significative, largement inférieur à 5%, le seuil de risque accepté généralement dans les modèles développés dans les sciences sociales en général et en économie en particulier. Et donc le modèle est globalement validé. Alors pour la qualité du modèle, puisque nous avons ici deux variables explicatives, au lieu de se baser sur R carré simple, R carré ajusté, voilà, donc ici c'est le coefficient de corrélation, ici c'est R carré ajusté, et les deux presque 97%, il est très proche de 1, alors la qualité du modèle elle est très élevée. Et donc voilà la réponse à la première question. Donc ensuite on va passer, alors voilà pour la première question, voilà le modèle à développer, voilà les résultats comme nous les avons interprétés. Alors maintenant ce qui nous intéresse c'est la variable muette. On désire mesurer l'homogénéité des comportements entre les entreprises publiques et les entreprises privées. Pour ce faire, nous intégrons une variable muette qui prend les valeurs 0 pour les entreprises publiques, et donc 0 pour les entreprises publiques et 1 pour les entreprises privées. Donc on va essayer d'estimer le modèle suivant. Alors logarithme de la quantité est égal au logarithme de la constante plus A1 logarithme de K plus A2 logarithme de L plus la première constante associée à la variable d'AMI, donc P0 d'UM plus, alors ici on va faire le produit de la variable d'AMI et logarithme de K, donc voilà le premier paramètre B1. Ensuite, plutôt le deuxième paramètre associé aux variables d'AMI, et le troisième paramètre associé aux variables d'AMI, c'est d'AMI fois log de L. Plus bien sûr le risque. Alors la question, existe-t-il une différence des fonctions de production entre les entreprises publiques et privées? Si oui, pouvez-vous la quantifier? Et donc y a-t-il une différence en termes de production ou la différence en termes de la contribution à la production entre les entreprises publiques et privées? Alors pour développer ce modèle, logarithme de K, LK est déjà calculé, LQ est déjà calculé, LL c'est déjà calculé. Alors on doit calculer le produit, alors d'UM c'est déjà donné au niveau de la base de données. On doit calculer tout d'abord le produit d'UM log K et aussi le produit d'UM log L. Et donc voilà notre première tâche à faire. Et donc toujours transformer, calculer la variable, et donc ici on va l'appeler d'UM point K est égal à la variable d'AMI multiplié par la variable LK. Alors ici on va mettre LK, donc on va l'appeler d'UM LK. Donc voilà, d'UM log de K. Ensuite d'UM log de L. Voilà. OK. On va faire la même chose pour l'autre variable. Donc une nouvelle variable c'est le produit. Donc une nouvelle variable appelée d'UM.LL, c'est le produit entre la variable d'AMI et le logarithme de L.
On clique sur OK. Et voilà, nous avons maintenant les deux nouvelles variables déjà créées. Alors, on passe au développement de notre modèle. Maintenant, on va développer notre nouveau modèle. Régression linéaire. Maintenant, les variables à introduire. On développe maintenant notre nouveau modèle. Analyse, régression linéaire. Alors, on va garder, donc ici nous avons la variable à expliquer, c'est toujours le logarithme de la quantité. Les variables explicatives, ici la variable à expliquer, les variables explicatives. Nous avons déjà logarithme du capital, logarithme du travail. On va ajouter tout d'abord la variable muette, ensuite les deux autres variables déjà créées, le produit entre la variable muette et le logarithme du facteur capital, ensuite la variable qui représente le produit de la variable muette et le logarithme du travail. On clique sur OK. Alors voilà notre nouveau modèle. Et donc ici nous avons les 5 variables explicatives. Alors ici, quand vous voyez, la constante est significative. Le logarithme du capital, donc cette variable est aussi significative. Par contre, la variable muette est aussi significative. Par contre, la variable logarithme travail, logarithme du travail, et les deux autres variables déjà créées ne sont pas significatives, donc au-dessus de 5%. Et donc, ce qu'on doit faire en principe, alors ici, on doit éliminer une variable pour savoir le résultat d'un nouveau modèle après la suppression de cette variable, et ainsi de suite jusqu'à un meilleur modèle pour lesquels toutes les variables toutes les variables sont significatives. Alors ici, on va commencer par l'élimination de la variable qui a un seuil de signification le plus faible. Ça veut dire qu'il y a un seuil de risque plus élevé. Et donc ici, le seuil de risque le plus élevé, c'est de 0,68. Il correspond à la variable donc dum LK. Donc c'est le produit entre la variable muette et le facteur capital. Et donc premièrement, on va éliminer cette variable dans notre modèle et on va refaire les calculs. Voilà, analyse, régression linéaire. Donc on va éliminer la variable qui n'est pas significative, donc la variable qui est le seuil de risque le plus élevé, et on garde les autres variables explicatives. On développe notre modèle. Voilà les résultats. Alors comme vous voyez maintenant, toutes les variables sont significatives au seuil de 5%. Et donc on accepte de dire que le facteur capital, le facteur travail, la variable muette qui représente le secteur privé, le secteur public, et aussi le produit de la variable muette et le facteur travail. Ok. Donc ici, alors l'objectif en fait de ce produit, c'est de savoir par rapport aux entreprises publiques et entreprises privées, le facteur le plus important. Alors ici, nous avons trouvé que le facteur capital n'a pas d'importance. Donc le facteur capital ne permet pas, si vous voulez, de discriminer entre les entreprises privées et les entreprises publiques, ou de faire la différence entre les entreprises privées et les entreprises publiques par rapport à la quantité produite. Par contre ici, nous avons trouvé que ce produit-là, il est significatif. Donc tout simplement, il y a une différence entre le secteur public et le secteur privé, ou plutôt les entreprises publiques et les entreprises privées. Il y a une différence au niveau du facteur travail, au niveau de la quantité du facteur travail utilisé par rapport à la création de la production finale. Et donc c'est très important. Alors pour l'analyse de la variance, également la statistique de Fisher, elle est très importante, très élevée. Donc le modèle est validé.
Alors pour la qualité du modèle, donc vous avez R carré ajusté, il est aussi de 97%. Et donc on accepte de dire que les 4 variables retenues arrivent à expliquer à hauteur de 97% la variabilité de la production. Et donc c'est un modèle de très grande qualité. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est de répondre à la question, aux questions demandées. Donc voilà, donc après le deuxième modèle, donc voilà le deuxième modèle développé. Donc cette variable et ces deux-là ne sont pas significatives. Donc voilà. Alors on va retirer premièrement la variable qui a le seuil de signification le plus faible, à savoir ce produit-là, donc cette variable. Et on refait les calculs. Et donc voilà les nouveaux résultats. Donc voilà les nouveaux résultats. Toutes les variables sont maintenant significatives. OK. Y compris les variables d'amis. Nous constatons aussi que les variables indicatrices sont explicatives. Voilà la première variable indicatrice, voilà la deuxième. Il existe donc une différence significative entre les fonctions de production des entreprises publiques et privées. Et donc, cette variable, puisqu'il est significative, il y a une différence significative entre la production des entreprises publiques et la production des entreprises privées. Alors cette variable, puisqu'elle est significative, ça veut dire tout simplement la contribution du facteur capital dans la production totale. Cette contribution est différente entre les entreprises privées et les entreprises publiques. C'est pourquoi nous allons maintenant développer le modèle final, donc l'équation finale du modèle. Alors on va prendre les résultats de ce modèle. Dans un fichier Excel. Voilà le tableau. Et donc tout simplement nous avons la quantité au L de Q. Nous avons la constante A0. Donc ici la constante, on va mettre constante. Ensuite LK, ensuite LL, ensuite la variable d'amis, ensuite la variable d'amis LL, et bien sûr epsilon, E, les résidus. Et donc pour la constante, il est égal à 2,88. Le paramètre associé à LK, c'est 0,711. Le paramètre associé à LL, c'est 0,267 plutôt. Et le paramètre associé à la variable muette, c'est une valeur négative. Ensuite, la même chose pour la deuxième variable muette. Très bien. Alors, on va développer le modèle final pour les entreprises publiques. Donc, entreprise publique. Voilà. Alors, rappelons au niveau de notre modèle, nous avons associé, regardez bien, pour la variable muette qui prend 0 pour les entreprises publiques. Donc quand il s'agit d'une entreprise publique, la valeur associée à la variable muette, c'est 0. Et donc tout simplement ici, pour la constante,
c'est 2,88 ou 83. Pour LK, le paramètre c'est 0,711. Pour LL, c'est 0,266. Pour la variable d'amis, c'est 0. Pour la première variable d'amis, pour la deuxième variable, parce que nous avons dit que cette variable muette prend 0 quand il s'agit d'une entreprise publique. Et donc voilà le modèle final. Donc voilà le modèle final des entreprises publiques. Et donc tout simplement la quantité LQ égale 2,83 plus 0,711 LK plus 0,267 LL. Alors on va faire la même chose pour les entreprises privées. Donc pour les entreprises privées, la constante ne change pas, donc égale la constante. Pour le facteur travail, plutôt capital, c'est toujours 0,711. Facteur travail 0,267. Alors pour la variable d'amis, donc il prend la valeur 1 puisqu'il s'agit d'une entreprise privée et donc égale à cette valeur là. Ok. Par contre ici, regardez bien, la variable d'amis prend la valeur 1 et donc ici nous avons 0,11 ou 0,118 LL. Ok. Ça veut dire maintenant pour la constante, la nouvelle constante c'est, alors ici vous avez variable d'amis, il prend la valeur 1 et donc 1 fois 0 fois moins 0,466 c'est moins 0,466 et donc tout simplement égal la constante plus cette mesure, cette valeur. Alors pour K ou pour le LK il n'y a pas de changement. Par contre pour L nous avons déjà 0,266 LL plus 0,118 LL. Pourquoi? Parce que la variable d'amis prend la valeur 1 et donc il reste 1 fois LL fois 0,118 et donc 0,118 LL plus 0,267 LL. Et donc voilà le modèle final des entreprises privées. Donc le modèle final c'est 2,364 plus 0,711 LK plus 0,385 LL. Et donc voilà. Donc voilà enfin les résultats de notre modèle. Alors pour les entreprises publiques pour lesquelles la variable muette prend la valeur 0, donc logarithme de Q égale 2,83 plus 0,711 LK plus 0,267 LL plus les résidus. Par contre pour les entreprises privées, la variable muette prend la valeur 1 et donc log Q égale 2,83, voilà, plus 0,267 LL plus 0,711 LK moins le paramètre associé à la première variable d'amis, c'est B0. Ensuite, B2, c'est le paramètre associé à la variable d'amis que nous avons gardé aussi dans le modèle, plus les résidus. Alors ici, puisque la variable d'amis est égale à 1, voilà, il s'agit des entreprises privées, donc on remplace d'amis au DUM par 1, ici et ici également, et donc on refait les calculs, on trouve au fin de compte 2,83 moins 0,466, c'est 2,364. Alors LK ne change pas. Par contre pour LL c'est 2,267 plus 0,118, ce qui donne 0,384. Alors ici en comparant les deux modèles,
Alors pour le facteur capital, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de différence. Et donc tout simplement le facteur capital n'a pas d'importance en termes de la valeur ou de la richesse créée entre les entreprises privées et les entreprises publiques. Par contre ici, le facteur travail, il est très important pour les entreprises privées que pour les entreprises publiques. Et donc tout simplement au niveau de la production, au niveau de la richesse créée, le facteur travail dans le secteur privé contribue fortement à la création de la richesse par rapport au facteur travail dans les entreprises publiques. Et donc voilà, quand vous remarquez maintenant, les variables muettes sont très importantes pour étudier la structure d'un modèle économétrique. Et donc si on se base tout simplement sur les données de base sans introduire la variable muette, alors voilà, tout simplement, on peut dire que le facteur capital, facteur travail, contribue fortement à la création de la richesse, mais ici, on ne peut pas distinguer entre la contribution des entreprises publiques et les entreprises privées. Donc le cours prend fin. Alors pour la séance prochaine, donc il est très important d'apprendre la modélisation avec les variables muettes, parce que l'objectif de la séance prochaine, c'est de développer un modèle de risque de crédit. Et donc c'est un modèle de régression logistique. Et donc nous avons besoin d'apprendre l'utilité et l'utilisation des variables muettes. Merci et à la séance prochaine.